Bon, bonjour à tous. Bienvenue pour cette 75e, 75e session de Friends of Funds, ici dans ce joli théâtre. Et tout au début, permettez-moi un petit hommage à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, c'est Neil Carnegie. Chers Friends of Funds, chers amis, nous avons appris avec tristesse, il y a quelques semaines, le décès de Neil, fondateur et CEO de Carnegie Fund Services. J'ai fait la rencontre de Neil en 1995, quand je suis entré chez Swisscanto, à l'époque la Swisska. Déjà à ce moment, il était très jeune, il était membre de notre comité des experts, Investment Strategies, Investment Policies, en représentant une grande banque cantonale dans ce comité. Neil était supporter aussi de la première heure de Friends of Funds à Zurich et à Genève, et plusieurs fois accepté de participer aussi comme expert aux formations International Fund Officer à Francfort, à Berlin, à Luxembourg, à Dublin, partout, aussi à Londres, parce qu'il parlait tellement beaucoup tous ces langages, apportant toujours sa vision si pertinente et lucide de notre industrie de fonds qu'il connaissait tellement bien. Nous avons également appris à apprécier comme entrepreneur engagé. Sa société Carnegie Fund Services est aujourd'hui l'un des principaux représentants de fonds étrangers sur le marché suisse. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu le connaître et pour tout ce qu'il nous a apporté. Il va nous manquer certainement. Et nous avons aujourd'hui une pensée pour sa famille et tous ses amis et tous ses collaborateurs, ici à Zurich, à Genève ou à Zurich. Puis, je vous prie de vous lever un bref instant pour lui rendre hommage. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue de ma part également. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau au Théâtre Les Salons pour un nouvel événement Friends of Funds. Ce soir, pour un débat consacré aux placements alternatifs et en matières premières. Nous allons évoquer la place de ces placements par rapport à une allocation traditionnelle, les défis, les risques, les opportunités spécifiques qui sont indissociables de ces placements, et que dire de l'éclairage très particulier que l'actualité apporte à la question des matières premières. Le débat de ce soir sera animé par Éric Bissonnier, présent, Head of Multi-Asset Solutions de Lumrisk SA à Nyon, qui va dès à présent prendre le relais pour vous présenter lui-même le panel. À tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je m'entends bien fort. Donc, bienvenue à cette discussion que j'espère va être une vraie discussion grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir ou à amener votre perspective. On a 4 experts avec nous dans des domaines différents mais complémentaires. On va voir que ça va être, en particulier sur la matière première, une discussion très intéressante. Je vais commencer par présenter les participants et évidemment aujourd'hui je vais commencer par Madame
par Ling Ni Boon, co-manager des Liquid Alternatives à NN Investment Partners, qui, comme vous le savez peut-être, appartient à Goldman Sachs aujourd'hui. Elle est responsable des stratégies systématiques au sein de NNIP, en particulier les Alternative Risk Premium, Alternative Beta, c'est-à-dire les réplications de hedge funds, et Commodity Enhance, donc les stratégies systématiques autour propres à NNIP, autour des matières premières. Ensuite, nous avons Benjamin Dubois, qui est responsable de l'Overlay Management Cross-Asset à EDR, Edmond Rothschild, et qui est particulièrement spécialisé sur l'or, donc qui va être l'or physique, donc ça va être une autre partie des matières premières à couvrir. Dinesh Gallio, donc, est Chief Risk Officer à Mirabeau Asset Management depuis longtemps, et donc couvre tous les actifs liquides, moins liquides, ça inclut les fonds de hedge fund, le private equity, le real estate, et il a du coup une vue d'ensemble sur le risque des actifs. Et Vincent Denaine, donc, qui est responsable des investissements pour CDMR, qui est un gérant spécialisé. Donc, lui est un gérant extrêmement spécialisé sur les métaux rares, et ce qui nous amène une autre perspective sur les matières premières. Et on va voir qu'on va commencer par discuter un peu de ce qui se passe sur ces matières premières industrielles, et en particulier sur les métaux. Donc je vais entamer la discussion, on va ouvrir et avoir les opinions des uns et des autres là-dessus, et les perspectives, ce qui va nous emmener, enfin on verra où ça va nous emmener, et si vous avez encore une fois des questions, des points de vue ou des choses particulières que vous voulez couvrir, on est là pour vous. Hein. Donc on va commencer par la discussion sur les matières premières. Donc évidemment le Covid a entraîné une diminution de la production des matières premières en particulier. Donc on sait très bien ce qui se passe sur l'énergie, que ce soit les mines, les puits de pétrole et autres, c'est difficile de les arrêter, encore plus difficile de les faire redémarrer. Et comme on a eu une longue période d'absence de production, ce qui est absolument extraordinaire, ça a du mal à repartir. Ça a du mal à partir. On a eu ce problème-là à partir du troisième trimestre l'année dernière sur le pétrole. Et ça s'est étendu. Et on voit que les prix des matières premières, en général, se sont appréciés. Même avant qu'on rentre dans ce qui se passe en Ukraine, dans la guerre en Ukraine, qui pose pas mal de problèmes en termes de production et de transport de matières premières. Et on va plutôt se concentrer sur les métaux ici, les métaux industriels, mais évidemment, ça a des effets sur les matières premières d'agriculture. Et tout cela dans un contexte générationnel de transition énergétique où ces métaux industriels sont en forte demande. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé à s'apprécier énormément. On peut penser au nickel qui s'est multiplié par 5 en quelques heures. Il y a quelques mois, le lithium, on sait qu'il s'est multiplié aussi, le cobalt, donc on a quand même des métaux qui sont très importants pour cette transition énergétique et qui se retrouvent à des niveaux très élevés. Donc la question quand même se pose de savoir si c'est investissable, est-ce qu'il faut les éviter, et est-ce que d'un point de vue d'investisseur, est-ce que ça a un sens d'être impliqué dans ces matières premières. Et puis on discutera après des aspects vraiment important sur est-ce que c'est responsable en fait à la fin de la journée, est-ce qu'il y a quelque chose à considérer d'un point de vue de ESG. Donc pour entamer et proposer à notre panel d'experts de voir de quoi on va parler maintenant, je vais peut-être poser la question, on va commencer par, encore une fois c'est la journée, on va commencer par Ling. Donc quelle est votre perspective sur cette situation, sur sur les prix des matières premières, quelle est la perspective à long terme et votre analyse sur la structure des marchés en ce moment? Merci Eric. Je suis ravie d'être là. Oui, le prix des matières premières a atteint le niveau le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale, même après la correction d'inflation. Et on se demande si cette augmentation est durable. Et selon nous, oui, on reste optimiste parce que les raisons derrière l'augmentation
se dépendent de l'horizon et celles qui se dépendent de l'horizon plus long sont basées sur des fondamentaux, donc ils seraient durables. Donc je vais diviser l'échantillon au court terme, c'est-à-dire 1 à 2 ans, et puis au mi-terme, à 3 à 5 ans, et puis au long terme, c'est-à-dire plus de 5 ans. Au court terme, l'inflation resterait élevée. Historiquement, les rendements des matières premières ont toujours été plus élevés lorsque l'inflation est forte. Et il y a la politique de resserrement, mais il coïncide avec un marché de travail tendu. Cela entraîne un risque supplémentaire de hausse de l'inflation à court terme. Le marché s'attend aussi plus de l'inflation. Donc, si on regarde les taux de swap qui arrivent à échéance dans 1 an, ils dépassent celui-ci avec échéance de 3 à 5 ans et il maintient un écart. Et puis à mi-terme, il y a la rupture d'apprivoisement qui continue à affliger les marchés de matières premières. Ça, c'est un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande qui prendrait du temps à se résoudre. Donc, un des moteurs de la pénurie des matières premières est le sous-investissement dans les années qui précèdent la pandémie. Une philosophie de production allégée qui met l'accent sur l'efficacité plutôt que sur la résilience a bien fonctionné pendant un temps normal, mais a rendu les chaînes d'apprivoisement vulnérables. Par exemple, les dépenses de pétrolier et gazier en amont étaient faibles depuis environ une décennie, ce qui limite la capacité d'augmenter l'offre. Donc il faut du temps pour qu'une chaîne de valeur logistique optimisée et complexe s'adapte au choc. Ce problème ne se dissipera pas lorsque les mesures de sanitaire en Chine ont été levées au début de juin. Les stocks pour plusieurs matières premières restent bas, parmi eux le nickel. Et puis, à long terme, plus de 5 ans, on a identifié 2 catalyseurs. Le premier, c'est la transition énergétique qui nécessite plusieurs métaux industriels. Donc, nickel est utilisé dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, qui sont essentiels pour réduire les émissions par le transport, qui représentent presque un quart des émissions globales. L'aluminium, grâce à son poids faible, est utilisé pour l'énergie éolienne et solaire. Et la cuivre, avec sa force en tant que conducteur, est importante pour le stockage et à la transmission d'énergie. Selon les estimations, la demande de nickel augmentera 16 fois plus d'ici à 2030. Celle-ci d'aluminium par 40%. Et 40% de la croissance future de la demande pour la cuivre proviendra des applications électriques dans les technologies vertes. Le capex du secteur de mines devrait augmenter 2 fois plus pour répondre à cette demande. Le deuxième catalyseur long terme, c'est le risque de phénomènes météorologiques extrêmes. On constate l'augmentation de fréquence et gravité donc, au cours des 4 dernières décennies. Ces événements ont augmenté par 8 fois aux États-Unis, par exemple. Les rendements des cultures réduites se traduisent par les prix plus élevés. Et on n'a pas encore parlé de risques géopolitiques. L'effet de ces catalyseurs, à court terme, mi-terme et long terme, devient plus profond
avec l'invasion russe en Ukraine, comme ces deux pays détenant une part significative des marchés d'exportation de pétrole brut, gaz naturel, le blé et du maïs, l'interruption à cause de la guerre, soit par les sanctions ou par le récolte et la saison de semis manquée à Ukraine, a entraîné une forte augmentation de prix. Et pour répondre aux perturbations du marché mondial de l'énergie provoquées par l'invasion, l'Union européenne a introduit le REPowerEU, et ce plan cherchait à mettre fin à la dépendance de l'Union européenne à l'égard des combustibles fossiles russes qui sont utilisés comme une arme économique et politique. Une des mesures prévues dans ce plan est d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour remplacer les combustibles fossiles, par exemple à doubler la capacité photovoltaïque d'ici à 2025. Par conséquent, la guerre amplifie les tendances existantes, puisqu'il y a de nombreuses forces qui influencent la dynamique des matières premières et qu'ils ne se concentrent pas sur l'horizon court. Nous sommes d'avis que les perspectives restent prometteuses. Merci. Merci Ling. Donc on voit une complexité accrue. On n'a pas simplement la guerre et puis ses conséquences. Il y a aussi une accélération du processus de transition qui pose des problèmes à une situation qui est déjà critique en termes de besoins de métaux. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte parce que la situation est très complexe. Et puis on va aller dans un niveau supplémentaire de complexité. Donc je vois que tu es venu avec quelques exemples de métaux rares. Donc peut-être un petit mot sur les métaux rares parce qu'ils sont pas bien compris. Hein. C'est quelque chose c'est un sujet qui est absolument fascinant. Donc tu peux nous faire une petite introduction sur ce que c'est. Ce que c'est pas, puisqu'on a parlé de tous les métaux que tu traites pas jusqu'à maintenant. Mais pour autant, ils sont très importants pour les mêmes raisons en fait. Même si leurs marchés sont beaucoup moins connus et liquides. Donc, petite introduction sur les métaux rares, et puis aussi ta vue sur ce dont on est en train de parler. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Alors, les métaux rares, qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à expliquer ce que c'est, parce qu'il n'y a pas une définition très claire. On peut parler de rareté géologique, c'est-à-dire que si vous ramenez l'occurrence des métaux dans la croûte terrestre à la population humaine, on parle de l'équivalent de quelques personnes dans l'humanité. Pour donner un ordre d'idée, l'or, ça sera à peu près 20 personnes dans l'humanité. Il y a autant d'or dans la croûte terrestre que de dirigeants du G20 dans l'humanité. Voilà. Et ça, l'uranium, ça serait à peu près une personne par génération dans l'humanité, grosso modo. C'est pour donner un exemple. On peut parler en termes de production. En termes de production, le minerai de fer, la production primaire, c'est-à-dire celle qui vient de la mine, c'est à peu près 1,5 milliard de tonnes par an. Le moins produit de tous les métaux de base, c'est le nickel, qui est produit à environ 2,5-2,7 millions de tonnes par an de production primaire. Et quand on est dans les métaux rares, par exemple le molybdène, c'est 300 000 tonnes, le cobalt qui est ici, on est à peu près à 170 000 tonnes, et on va descendre jusqu'à 50 tonnes par an pour l'urénium, c'est-à-dire 2 mètres cubes. Voilà. La production mondiale minière, c'est 2 mètres cubes d'urénium. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose d'incroyablement rare. Alors, en quoi ces métaux rares sont différents des métaux de base, notamment, c'est que ces métaux rares, on n'a pas de mine de métaux rares. On a des mines d'or. Pourquoi? Parce que l'or, même si c'est un métal qui est extrêmement rare, il vaut plus de 50 000 $ le kilo. Donc à ce prix-là, on arrive à aller chercher des paillettes d'or dans la roche. Le problème, c'est qu'un métal comme l'urénium, qui est 10 à 100 fois plus rare que l'or, vaut 1000 $ le kilo. Donc à ce prix-là, on ne peut pas l'avoir en tant que métal primaire, c'est-à-dire d'avoir des mines d'urénium, mais on va l'avoir en tant que sous-produit. Et c'est une des spécificités de ces métaux rares, c'est qu'ils sont obtenus en tant que sous-produit des métaux de base. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une élasticité prix de l'offre qui est extrêmement faible. Et ça veut dire qu'on a une incapacité de la production à répondre à la demande croissante. Et c'est d'autant plus embêtant
qu'on est dans un monde qui est en train de changer fondamentalement. On est en train de remettre à plat tous les paradigmes économiques, industriels du XXe siècle. Tu en as parlé, au niveau géopolitique, c'est entièrement vrai. Au niveau de la transition énergétique, avec les métaux que ça demande, etc. Je vais vous donner un petit exemple. La production de platine, c'est à peu près à 80% dans le complexe minier du Bushveld, qui est une zone géologique spécifique en Afrique du Sud. Donc 80%. La demande industrielle du platine, c'est à plus de 40% pour l'époque catalytique de voitures moteur diesel. Le moteur diesel est mort en Europe en 2035 et c'était à peu près le seul endroit où il y en avait. Après, il y a les poids lourds, mais voilà. Ce qui veut dire que la production de platine va s'effondrer. Et avec elle, le rhodium qui est produit aussi et qui est utilisé dans les catalyseurs de véhicules thermiques. Et pour autant, dans certaines strates de ce gisement, donc dans le UG2, on va avoir notamment, c'est là qu'on va avoir 95% de l'iridium produit dans le monde. L'iridium est absolument fondamental pour les Proton Exchange Membranes, les PEM, qui permettent d'avoir de l'hydrogène vert. C'est-à-dire que la transition énergétique, notamment vers de l'hydrogène, va nécessiter des métaux qui seront quasiment impossibles à obtenir parce que les métaux dont ils dépendent ne vont pas... la demande va diminuer dans ces métaux-là. Enfin voilà, donc on a des boucles de rétroaction à comprendre qui sont assez spécifiques. Voilà. D'un point de vue général, très clairement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on passe d'un monde qui était essentiellement dépendant du pétrole. Enfin, on peut dire le 19e siècle, c'est la dépendance au charbon, le 20e, c'est la dépendance au pétrole, et le 21e, c'est la dépendance aux métaux. Le problème de ces métaux, c'est qu'on a, comme pour toutes les énergies d'ailleurs extractives, on a des rendements qui sont décroissants. Par exemple, dans l'industrie de l'or, je crois de mémoire qu'on est à peu près sur des rendements décroissants à hauteur de 5% par an. Ça veut dire que toutes choses égales par ailleurs, chaque année, il faut broyer 5% de roche en plus pour obtenir la même quantité d'or. Les ordres de grandeur peuvent varier en fonction des métaux, mais c'est ça dont il faut tenir compte. Ça veut dire qu'un métal qui va être produit l'année prochaine sera plus énergivore à produire, toutes choses égales par ailleurs, qu'un métal produit cette année. Donc, quand on comprend ça, on comprend en quoi ces métaux peuvent être un hedge, une couverture contre l'inflation. Ensuite, au niveau du marché des métaux et des approvisionnements, tu en as parlé, et c'est vrai qu'on a un gros problème spécifiquement en Europe, puisqu'on est ici, c'est qu'on a quasi fermé toutes les mines, sauf quelques exceptions en Pologne, en péninsule ibérique et en Scandinavie. On n'a plus de mines. Un projet minier, tu l'as parfaitement dit, on a eu un sous-investissement chronique dans les mines de à peu près 2011 à 2018, un effondrement des capex miniers, et les capex miniers, c'est une bombe à retardement avec à peu près 15 ans. Il faut 15 ans entre le projet et le métal. Et là, ça veut dire que depuis 2018, on a reparti sur un nouveau cycle aussi en investissement, mais qui reste relativement bas, et on n'arrivera pas à faire face aux besoins en métaux à venir de la transition énergétique. Ça, c'est une certitude. Et il y a une autre certitude, il y a des travaux du CNRS et pas mal de chercheurs qui ont travaillé dessus. Clairement, même au niveau du cuivre, la transition énergétique va demander un niveau de production de cuivre qui est absolument impossible à obtenir. C'est-à-dire que dans les 20 ans qui viennent, on devra extraire plus de cuivre que depuis le début de l'humanité. Voilà. Ce n'est pas jouable. Ça veut dire que la transition se fera par une très forte sobriété imposée, qui veut dire de l'inflation qui sera forte. Et dans ce contexte-là, les enjeux géopolitiques sont d'autant plus importants. C'est-à-dire que nous, on est techniquement nus en Europe en termes de production de métaux, on n'a rien. On est dépendant des pays étrangers, notamment Afrique, mais pas que, et de la Chine. Et à côté de ça, on va avoir une compétition qui va être de plus en plus féroce pour avoir ces chaînes d'approvisionnement. Parce qu'on peut ouvrir des gigafactories n'importe où en Europe. Si on n'a pas le cobalt, le nickel pour l'obtenir, ça sera compliqué. Voilà. Et j'essaye de ne pas faire trop long. Mais... Oui, parce que je sais que tu peux continuer longtemps, mais c'est assez fascinant parce que là on a parlé de ce qu'on sait, parce qu'on entend parler nickel, lithium, mais ça affecte en fait encore plus les métaux rares puisqu'ils sont pas, si les autres ne sont plus extraits, ou alors il y en a plus, ou les mines sont finies. On ne pourra plus extraire cela alors qu'ils sont très importants. Alors tu peux peut-être mentionner 2-3 exemples d'utilisation de ces métaux. Je vais mentionner 2-3 exemples. Alors par exemple, ce métal, donc le rhénium dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que vous voyez sont des pelés de rhénium. Environ 80% de la demande mondiale en rhénium provient des superalliages. Superalliages au nickel qui contiennent environ 5 à 6% de rhénium. Ces superalliages au nickel sont utilisés dans 2 types d'industries. D'une part, l'industrie énergétique dans les centrales à gaz. Donc parce que
techniquement, une turbine de centrale à gaz, c'est comme une turbine d'avion. Donc dans les centrales à gaz et dans les moteurs d'avion, les réacteurs d'avion, c'est la partie à l'arrière du réacteur d'avion, c'est la partie chaude, la partie avant étant une partie en titane, donc la partie arrière, super alliage au nickel avec 5% de rhénium. L'addition de ce rhénium a permis de baisser à peu près de 20% les émissions du transport aérien. Voilà. Donc on a à peu près 8 kg de rhénium maintenant dans un réacteur. On ne peut pas faire sans. Voilà. En tout cas sous les technologies actuelles, parce qu'après avec l'avion à hydrogène, on pourra avoir des piles à combustible. Ici, oui, c'est du ferrovanadium. Le ferrovanadium, si on ajoute 1% de vanadium dans l'acier, on multiplie par plus de 10 la résistance à l'acier. Ça veut dire que, par exemple, on va se servir du ferrovanadium dans les rébars, donc les aciers de construction, dans les zones sismiques. La Chine a rendu l'utilisation des rébars au ferrovanadium obligatoire, par exemple, pour éviter que se renouvelle la mortalité du tremblement de terre du Sichuan il y a quelques années. Le tellure sert par exemple dans les panneaux solaires à film mince, à tellure de cadmium. Ce sont des technologies notamment développées par First Solar aux États-Unis, qui sont le leader mondial, qui ont des super rendements et qui ont des coûts de production extrêmement faibles. Et c'est aussi utilisé dans des mécanismes qui s'appellent l'effet Peltier ou Siebert, notamment sur la thermoélectricité. Donc on est capable de transformer de la chaleur résiduelle en électricité et vice-versa. Donc c'est notamment ce qu'on utilise dans les caves à vin, pour maintenir le vin à température sans avoir un compresseur comme dans un réfrigérateur. Voilà. Bon, le cobalt, je pense qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Tout le monde est à peu près au courant de ce à quoi ça sert, c'est-à-dire que la demande marginale, c'est de la demande automobile pour les véhicules électriques. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était pour les outils de coupe, les forêts, les alliages notamment. Et maintenant, c'est vraiment du cobalt qui n'est même plus consommé sous forme métallique comme ça, mais sous forme de sel ou, dans l'industrie automobile et dans la batterie. Voilà. Un des points, juste rapidement, on s'est pris 3 baffes dernièrement au niveau des approvisionnements. La première baffe, c'est le Covid. Le Covid a montré, en fait, par exemple, l'Europe est extrêmement dépendante de la Chine pour le tungstène. On s'est rendu compte que quand la Chine avait fermé les ports au début de l'épidémie, on n'avait plus de tungstène en Europe pour notamment l'industrie automobile. Et on s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas d'alliés quand on a une période de crise, c'est-à-dire qu'on était capable d'aller se voler les masques sur les tarmacs des aéroports. La deuxième baffe, ça a été une micro-baffe, mais qui a quand même beaucoup fait réfléchir en haut lieu, ça a été le canal de Suez, avec l'Evergrande qui s'est ensablé, et on s'est rendu compte que le moindre acte volontaire ou non qui bloquerait le canal de Suez pouvait bloquer complètement l'industrie européenne. Et la troisième baffe, bon, on l'a tous en tête maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Voilà. Je te relaisse la parole. Merci, oui. Merci, c'est très intéressant. Benjamin, donc on va parler plutôt de l'or, hein, du coup, or physique, qui est un sujet différent, mais en fait qui a des dynamiques très intéressantes. Donc si on t'en a parlé un petit peu, mais si tu pouvais nous faire quel est l'état du marché, quelles sont les perspectives. Est-ce que c'est un hedge l'inflation? On va déjà poser la question, parce que sinon on la posera de toute façon après. Bonjour à tous. C'est vrai que l'or, ça reste quand même une matière première différente, puisque l'utilisation industrielle est moindre que tous les autres métaux décrits par mon collègue. Donc aujourd'hui, la principale utilisation de l'or, or comme or outil d'investissement ou actif d'investissement, ça reste les bijoutiers, la joaillerie. Alors il y a une forte demande dans les différents pays, mais on n'a pas les problématiques industrielles que connaissent les autres métaux décrits précédemment. Donc l'or aujourd'hui, c'est vraiment un outil d'investissement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on estime à peu près la capacité globale dans les terres est disponible d'or à peu près à 11 trillions de dollars. Et sur ces 11 trillions, il y a déjà 1 trillion qui on estime détenu par les banques centrales. Donc aujourd'hui, c'est devenu un vrai outil par les banques centrales pour leur monnaie, pour les devises. Donc pour moi, le premier hedge de l'or, c'est contre la dévaluation des devises. Et on voit bien avec cette corrélation historique qui est inverse entre le dollar et l'or. Et aujourd'hui, on va parler de chiffres, parce qu'on parle de l'or comme un hedge contre l'inflation. Moi, je vais donner 2 chiffres. Le premier, c'est la corrélation entre l'or, le prix de l'or, et le CPI, donc l'indice d'inflation US. Quand on constate historiquement les données de corrélation, cette corrélation elle est inférieure à 0,3. Donc au final, il n'y a pas vraiment de corrélation sur le long terme entre les 2 chiffres de l'inflation et l'or. L'autre chiffre que j'ai donné, c'est cette année, on a quand même une crise majeure en Ukraine avec le conflit russe-Ukraine. Et on a aussi une forte inflation. On a des données
d'inflation qu'on n'a peut-être pas vu depuis 40 ans aux US. Et aujourd'hui, l'or, si on regarde en year-to-date, l'or, il est négatif. Donc aujourd'hui, l'or n'a pas agi comme un hedge contre la poussée inflationniste qu'on connaît. Et principalement pourquoi? Parce qu'en parallèle de cette crise inflationniste, on a un dollar qui s'apprécie fortement. On est sur une hausse dollar aujourd'hui à 8 à 10%, ce qui a complètement offseté la hausse de l'or. Donc aujourd'hui, pour moi, le premier hedge de l'or, c'est vraiment un hedge contre la dévaluation des devises. Maintenant, je vous ai donné les chiffres de corrélation. Est-ce qu'ils sont valables? J'en discutais avec mon collègue tout à l'heure. C'est vrai que si on regarde avant les années 2000, on avait des chiffres d'inflation, surtout les années 70 et 80, qui étaient très élevés. On n'a plus connu ces chiffres d'inflation après 2000. Donc est-ce que cette corrélation que je mentionnais, qui est extrêmement faible et qui du coup sous-entendrait que l'or n'est pas un hedge contre l'inflation, est-ce qu'on peut se baser uniquement sur ces chiffres? Non, puisque encore une fois, depuis la fin des années 90 et depuis 2000, on n'a pas connu de poussée inflationniste telle qu'on la connaît. Donc l'avenir nous dira si aujourd'hui l'or va redevenir un hedge contre l'inflation. Selon moi, ça reste, puisque, comme j'ai dit, l'inflation impacte aussi la dévaluation des devises. Donc, on va avoir, ça reste un outil pour moi de hedge contre l'inflation. Mais après, je pense qu'il faut combiner avec d'autres classes d'actifs, déjà d'autres métaux, je pense qu'ils sont des vrais hedges, ceux qui ont des utilisations industrielles. On a aussi d'autres outils comme les TIPS. En tout cas, l'or est un outil, mais pas le seul outil de hedge contre l'inflation. Il y a des outils plus directs, effectivement, les tips ou sur des produits immobiliers aussi. Immobiliers, des produits diversifiés sur les IO strips qu'il y a sur les mortgages qui sont très intéressants aussi, mais qui sont un peu plus techniques et moins connus peut-être que l'or. Dinesh, peut-être d'un point de vue, on va voir ça plutôt tout ce qu'on a discuté ici d'un point de vue d'allocation de risque et de diversification, de se dire de ton expérience et puis de ta perception, où on en est maintenant et par rapport à justement la diversification, inflation respectivement hausse de taux, hein, puisque là par contre c'est son pendant assez direct. Est-ce que finalement on peut considérer que la situation qu'on a maintenant, on voit une pénurie qui pourrait durer quasiment une génération, ou enfin tant que l'innovation technologique n'a pas rattrapé les choses, forcée en plus par le Russie, est-ce que c'est par la guerre, est-ce que c'est pas justement, est-ce que c'est pas finalement la bonne diversification vis-à-vis d'un risque de taux qui reste important, parce qu'on a les taux sont montés, mais ils peuvent aller beaucoup plus haut que ce qu'on a maintenant, potentiellement. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Donc, comme tu disais à l'introduction, moi je ne suis pas spécialiste des métaux, donc j'ai appris déjà énormément, donc merci pour ces exposés. Alors nous, on regarde effectivement dans les fonds de asset allocation, les métaux. Donc ça fait déjà depuis 2-3 ans qu'on s'est dit que peut-être que avec l'augmentation de la masse monétaire, les marchés des actions qui ont pris énormément, est-ce que c'est pas un bon moment de commencer à trouver d'autres sources de rendement? Effectivement, c'est quelque chose qui prend pas mal de place dans les mandats qu'on gère pour les fonds de pension ou tout simplement dans des fonds d'asset allocation. Alors, la grande difficulté pour moi, il y a deux choses. Un, c'est les statistiques. C'est comme avec Benjamin qui disait tout à l'heure, c'est que quand vous regardez les corrélations historiques et quand vous regardez le comportement du passé, en fait, c'est comme si vous conduisez avec un rétroviseur seulement devant vous. Donc, en fait, l'histoire des 20-40 dernières années n'est pas nécessairement un reflet de ce qui va se passer à l'avenir. Donc, ça, c'est une première chose. Après, dans les métaux, on a beaucoup de chocs. Donc, ça peut être un long fleuve tranquille, et puis jusqu'à ce qu'à un moment, on dit, voilà, on va fermer le deuxième plus grand producteur d'aluminium au monde parce qu'il est sous sanction. Et puis, en fait, ça peut amener des chocs très très violents qu'aucun modèle statistique ne va vous anticiper. Donc, en fait, ça, c'est vraiment le danger que moi, en tant que risk manager, je vois dans les différents portefeuilles, c'est de comment vraiment appréhender le vrai comportement de cette classe d'actifs. Oui, c'est clair que c'est enfin, il n'y a pas que... On peut penser aux cryptos aussi, dans les risques qu'on ne peut pas connaître en avançant.
parce qu'on n'a pas le recul, on ne connaît pas leurs valeurs. C'est vrai que pour les matières premières, c'est compliqué à intégrer dans un portefeuille en termes de proportion. Si on commence on a tellement pris l'habitude de réfléchir en termes de risque ou de risk parity ou d'équilibre de portefeuille, et là, on se retrouve avec une opportunité d'investissement dont on n'a aucune idée de son comportement ou de sa corrélation. Un long fleuve tranquille parsemé ça et là d'embûches. Donc c'est assez... enfin, d'un point de vue d'allocation d'actifs, je pense que c'est un problème intéressant, mais ce qui ressort de cette discussion là, pour l'instant, c'est de se dire on est dans ce fameux monde fini de Jancovici où finalement on n'a pas les ressources pour faire ce qu'on veut faire. Et comment on va s'en sortir? Alors, le monde fini, il n'a jamais eu lieu, puisqu'on a toujours trouvé par l'innovation des solutions. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'il existe des portes de sortie? Est-ce qu'il existe des alternatives? Alors l'innovation, par définition, la capacité de l'humain à inventer quelque chose est presque un black swan. On ne sait pas ce qui pourrait nous aider ou nous sortir de là dans le futur. Mais ça semble quand même... l'image qu'on a aujourd'hui, ou le tableau que vous nous avez dépeint, est quand même pas très rassurant. Il est très rassurant si on veut être long, les matières premières et les métaux. Mais ça pourrait pousser ça pourrait tous nous pousser ailleurs. Est-ce que, d'un point de vue d'évolution technologique, comment est-ce qu'on pourrait, quels sont les chemins qui seraient possibles pour un retour à la normale, même si on ne sait pas trop ce que c'est la normale? Qui veut attaquer ce sujet? Alors, déjà, je suis ému que tu cites Jancovici, parce que ça fait des années qu'il prêche dans le désert, et malheureusement, ces modèles sont à Carbone 4, etc. Et le Shift Project, voilà. Donc, pour info, je suis en train de bosser avec le Shift Project sur les métaux, justement, donc c'est assez marrant. Alors, moi, je suis très pessimiste par rapport à tout ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ange qui va venir avec une solution de nulle part, etc. D'un point de vue énergétique, déjà, si on ne veut pas aller dans le mur, il faut aller dans le nucléaire à fond. Ça me paraît la base, quelle que soit l'opinion qu'on a du problème. Alors juste pour info quand même par rapport au nucléaire, je bossais notamment avec le CEA sur un projet pour recycler les déchets nucléaires. Sachez que dans la transmutation des éléments dans le nucléaire, on produit énormément de métaux rares. Donc je parlais tout à l'heure de l'iridium. La France vitrifie à peu près pour 500 millions d'euros de platinoïdes chaque année dans les déchets nucléaires. Donc qui serait une source de métaux qui serait incroyable. Au niveau de ce monde et comment on peut faire, on ne pourra pas se passer d'une sobriété qui va être violente, qui va être très violente et qui va se traduire par de l'inflation. Et cette inflation, elle va forcément se traduire aussi par des désordres socio-économiques qui peuvent être importants. Tu parlais tout à l'heure de la crise agricole qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qu'elle arrive là, puisque la moisson, c'est dans un mois normalement qu'elle commence. Il faut savoir par exemple que la République démocratique du Congo, c'est 70% de ses importations de blé qui dépendent de la Russie et de l'Ukraine. Et c'est plus de 50% pour l'Afrique du Sud. Donc si on prend ces deux exemples, ça veut dire qu'on a potentiellement 2/3 de la production mondiale de cobalt et 95% de la production mondiale de rhénium, ruthénium et iridium qui peuvent être à risque de désordres sociaux. C'est ça qui peut se passer avec des désordres de type révolution arabe. Donc on a des effets, des chocs d'offres et de demandes qui sont incessants et qui vont être de plus en plus compliqués à hedger. Ça me fait un peu penser, Eric, à 2008 avec cette crise qui a eu lieu quand on s'est rencontrés. Et le problème, c'est que quand on a des chocs et des crises systémiques, c'est très compliqué de se couvrir avec des outils qui font partie de ce système. Et on l'avait vu avec AIG à l'époque, on l'a vu avec les stop-loss aussi à la fin du PEG, franc-suisse, euro, etc. Les outils de hedge ou de protection ne marchent pas forcément. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il faut switcher, on va dire, la manière de percevoir les choses en disant il faut surtout se baser sur une allocation où on est à faible risque, tangibiliser les actifs, etc. Moi, c'est mon opinion, après. Bon, voilà, c'est encourageant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut amener une autre... Ok, ben voilà, on y est. Ça nous amène aussi à
à une discussion sur l'ESG et sur l'investissement responsable, hein, puisque on vient d'entendre qu'une des conséquences de ce qui se passe maintenant serait des désordres sociaux, ce qui fait partie du S. En plus, on parle de l'industrie minière qui n'est pas connue pour son respect des communautés autour d'elle et qui a maintenant une énorme pression pour le faire. Donc en fait, la question que je voulais amener, on va peut-être commencer par l'or, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions récemment sur sa traçabilité, en particulier en Suisse, où on n'a en fait pas voulu que ça soit traçable, alors que ça serait dans la démarche qu'on a aujourd'hui et de respect de toute la chaîne, de pouvoir contrôler d'où vient l'or et qui le produit et qui le vend. Voilà, commençons par ce sujet quand même extrêmement topical sur l'or. Comme tu l'as dit, l'or et l'ESG, c'est pas un mariage naturel, on va dire, pour différentes raisons. Déjà, tout ce qui est les conditions d'extraction, qui sont polluantes, qui sont énergivores. Il y a aussi un grand nombre de mines qui sont situées dans des zones où les critères ESG sont loin des standards internationaux. Donc des zones dans des pays avec une forte corruption, des pays avec du respect des règles environnementales qui sont loin aussi des standards, des conditions de travail aussi qui sont loin des standards internationaux. Donc on a une vraie problématique ESG par rapport à l'or. Maintenant, je pense qu'il y a de l'or ESG. Maintenant, il y a une tendance qui commence à se dessiner sur certaines mines, dans certains pays, où il y a un vrai travail qui est fait pour avoir de l'or responsable. Ça passe par quoi ? Ça passe par moins d'émissions carbone, par exemple, par moins de consommation d'eau. Il faut savoir aussi que l'extraction d'or nécessite beaucoup d'eau, donc c'est aussi une des problématiques. On a aussi des mines qui travaillent avec moins de produits polluants, donc qui n'utilisent plus de mercure. Il y a aussi des mines qui mettent en place le développement des communautés locales, qui développent l'économie locale. Donc on a vraiment des initiatives de nombreuses mines aujourd'hui qui tentent d'avoir une émission aussi carbone neutre, donc de mettre tout en place pour avoir de l'or responsable. Ça reste maintenant marginal. On parle vraiment de quelques centaines de mines dans le monde. On est loin encore d'avoir une vraie tendance ESG sur l'or. Et pour moi, le vrai obstacle à cette généralisation de cet or responsable, si je peux l'appeler ainsi, c'est, comme tu l'as mentionné, c'est le problème de transparence. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de transparence sur l'or et qui a été mis en exergue récemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce reportage sur la RTS, mais avec de l'or qui provient d'un pays du Golfe et lors du déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'un coup ils se sont retrouvés avec une masse d'or exportée beaucoup plus significative, ce qui laisse entendre qu'il y avait de l'or russe dans l'or qui provenait de ce pays-là. Mais aussi, c'est pas nouveau, la transparence, c'est un sujet qui a depuis plusieurs années. On a eu de nombreux acteurs en Suisse, des raffineries, qui ont eu aussi des controverses par rapport à de l'or qui n'était pas censé venir de certains pays. Donc ça, c'est une vraie problématique, la traçabilité, et en fait, elle bloque un peu le développement de l'ESG. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les mines, avec ce manque de transparence, elles n'ont pas de problème à écouler leur or. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une pression qui est exercée sur les mines pour élever leurs standards ESG, pour avoir de leurs responsables, parce que quoi qu'elles fassent, elles n'ont pas besoin d'augmenter leur coût de production, puisqu'elles arrivent aujourd'hui, pour atteindre ces critères ESG, puisqu'elles arrivent à écouler cet or dû à ce manque de transparence. Donc c'est un vrai sujet, et aujourd'hui, maintenant, certains acteurs, et en Suisse, certaines raffineries, ont mis, depuis maintenant quelques années, suite aussi à ces controverses, ont mis en place des process de traçabilité basés sur des technologies en pointe, dont la blockchain, pour être capable de tracer l'or de la mine, de l'extraction, jusqu'à l'arrivée à la raffinerie et à la production des barres d'or ou des pièces d'or. C'est des vrais processus qui suivent tout l'or depuis son extraction jusqu'à sa transformation en barre d'or. Et ça, pour moi, c'est un élément clé et qui pourrait amener l'or à devenir vraiment, généraliser l'or plus responsable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un joaillier, un bijoutier, ou même un investisseur, qui soit retail ou institutionnel, vous avez une volonté d'aller vers les investissements ESG, ou un bijoutier d'avoir de l'or responsable. Si vous avez ces certificats, si vous avez tout ce processus de traçabilité, vous allez pouvoir accepter de l'or venant de certaines mines qui ont la réputation d'avoir élevé leur standard ESG, et à l'inverse, peut-être de refuser des mines de certains pays où la corruption est élevée, ou qui ne respectent pas des standards ESG assez élevés. Donc pour moi, aujourd'hui, la clé, l'or ESG existe, l'or responsable existe, mais pour que ça devienne la norme et une généralité, il faut absolument que cette traçabilité devienne la norme sur le marché de l'or. Merci pour cette perspective. Ling, donc tu travailles pour un NNIP qui est quand même bien connu pour le Sustainable Investment, même si ce n'est pas ton dicaster nécessairement.
Et comment faire ce lien entre les matières premières et la dimension, mais vraiment on parle de Sustainable Investment, ESG, donc purely from, de cette perspective. Ouais. À mon avis, l'impact est plus nuancé, surtout quand nous réconcilions le fait de l'utilisation de l'eau par l'industrie minière, ainsi que les situations de travail et de la santé au site de production. Et si nous réconcilions ce fait avec l'ambition de la neutralité climatique qui nécessite la matière première. Donc, bien que l'agriculture, par exemple, industrielle, est liée à la déforestation et à l'utilisation de pesticides, le secteur agricole peut également avoir un impact positif sur l'environnement, comme dans la création de carburants alternatifs. L'aluminium, malgré sa production d'énergie intensive, est un des métaux essentiels pour la transition énergétique. Par conséquent, pour pouvoir bien prendre en compte le sujet de ESG et les matières premières, la bonne perspective est basée sur l'évaluation du cycle de vie. Donc, il y a plusieurs efforts en cours. Une voie prometteuse est l'engagement au niveau de boursiers, par exemple le London Metals Exchange, en faveur d'un approvisionnement responsable. Donc, le boursier a introduit des exigences d'approvisionnement responsables pour les marques de métal qui peuvent être livrées dans le cadre des contrats du London Metals Exchange. Ça, c'est en plus des normes classiques de nature métallurgique pour les marques. Il existe aussi d'autres initiatives par les groupes industriels comme le Responsible Minerals Initiative et Coppermark pour encourager plus de transparence. Donc, les producteurs sont encouragés à déclarer les indicateurs de durabilité. Sous le London Metal Exchange, cette initiative s'appelle le LME Passport. Et depuis son lancement en octobre 2021, le nombre de producteurs qui se déclarent sur la taxonomie de durabilité a doublé. Et cela améliore la transparence, en même temps normaliser le rapportage. Donc, les matières premières sont indispensables de notre vie, surtout qu'ils se situent à la racine de la production et la croissance mondiale. Alors que le monde passe des fossiles combustibles aux sources d'énergie verte, les matières premières rendent possible ces objectifs climatiques. Donc, les considérations ESG autour d'investissement de matières premières se font plus pressantes et je suis d'avis que les propositions vont dans la bonne direction. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. 10 minutes. Avant de poser une question à Dénes, je voulais savoir si vous aviez on va pas se parler un peu de l'alternative. Si vous avez des remarques ou des questions sur les matières premières qui vous brûlent. Il y en a. Oui, je pense que ça va. Là, on est assez. Donc la question est sur l'or recyclé et son utilisation dans le contexte. Alors, ça commence à se développer, et c'est vrai que d'un point de vue ESG, ça coche pas mal de cases. Aujourd'hui, pour moi, la plus grande problématique avec l'or recyclé, c'est qu'on ne sait pas quel or, on ne sait pas forcément d'où vient l'or qui va être recyclé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une problématique de savoir où va être collecté cet or. Est-ce que ça peut être un moyen pour certains aussi d'écouler de l'or, alors j'aime pas forcément le terme sale, propre, mais de l'or qui était loin d'avoir été respecté des critères ESG dans le passé. Donc pour moi, c'est la principale problématique de l'or recyclé, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à se développer, que nous, on regarde de près, et qui, à mon avis, dans le futur, offre un potentiel intéressant, et surtout sur le niveau, pour les critères environnementaux, et pour les critères ESG, oui, tout à fait. Donc ça commence à se développer, il y a certaines initiatives qui sont faites,
Maintenant, encore une fois, c'est comment on contrôle l'or qui arrive et qui va être recyclé. C'est le thème du recyclage pour les métaux qui est très, très large. Il y avait une autre question? Ouais. Ça va dans le même sens. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact de l'économie circulaire? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme but pour faire face à ce manque de ressources pour accompagner la transition? On dit qu'il manque de ressources, mais qu'est-ce qu'on aurait besoin en termes d'économie circulaire pour pouvoir essayer de faire face à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une... Ouais. Je veux bien répondre. Alors, le problème de l'économie circulaire, c'est qu'il faut y aller à fond ou pas y aller. Je m'explique. Actuellement, l'Europe est leader mondial sur le recyclage du cuivre, on est à 60%. L'objectif, selon les modèles, c'est qu'il faut au minimum 80% de recyclage au niveau mondial pour qu'on ait à peu près assez de cuivre pour faire une transition énergétique tout en se serrant la ceinture. Fortement. Le problème, c'est que si on recycle uniquement le cuivre, c'est très bien, ça va permettre de limiter la production primaire de cuivre, c'est-à-dire du cuivre, d'ouvrir de nouvelles mines de cuivre. Donc on va limiter l'ouverture. On va quand même en ouvrir énormément, mais moins que si on ne recycle pas. Le problème, c'est que si les métaux qui sont les sous-produits du cuivre ne sont pas recyclés, on va limiter aussi la production primaire, donc à partir de minerais, des sous-produits de ce cuivre type ça. Et le problème, c'est que ces métaux-là sont utilisés de manière bien trop parcimonieuse pour être recyclables. En tout cas, sans un effort régulatoire. Ce qui veut dire que le risque, c'est qu'en recyclant les métaux de base, on augmente encore plus la pénurie à venir de métaux rares qui vont être nécessaires à toutes les technologies. Un des autres problèmes du recyclage, ça ne s'applique pas à l'or, parce que par exemple, quand vous avez votre smartphone, quand vous jetez votre smartphone, on va récupérer l'or, c'est notamment Umicore qui va faire ça en Belgique et autres. Donc ça c'est facile, on va récupérer le cuivre et l'or, mais tous les autres métaux associés, et dans un smartphone grosso modo vous avez l'intégralité du tableau de Mendeleïev, vont quasi pas être recyclés, donc que ce soit le tantal, les terres rares pour les pigments des pixels, l'indium pour le clavier tactile, etc., etc. Donc ça, c'est pas recyclé. Le problème de ça, c'est que on perd, c'est un désastre d'entropie. Et pour pouvoir pallier à ça, la seule solution à ce niveau, elle est régulatoire. Tant qu'on n'a pas des prix des métaux rares qui atteignent le niveau de prix des métaux précieux. Ça veut dire on doit avoir 50% de métaux recyclés. Tous les métaux utilisés doivent être recyclés à 50%. Et là, en ce cas, on casserait le marché de chacun des métaux pour arriver à deux marchés séparés qui seraient d'une part le marché des métaux primaires et d'autre part le marché des métaux recyclés. Et même si on a des prix qui sont extrêmement différents, les industriels devraient les utiliser. Mais il y a un vrai enjeu à ce niveau, au niveau du recyclage. Ça commence par la construction des téléphones eux-mêmes, puisque s'il y aura la contrainte, à ce moment-là, il faudra que ça soit recyclable. Enfin, le problème, c'est qu'on dit il faut de l'éco-conception pour l'économie circulaire, et en même temps, chaque génération de smartphone, on a 10 fois plus de pixels dans l'appareil photo, on a une miniaturisation toujours plus forte, on a les puces 5G, etc. Le souci, c'est que on a des tailles, des usages de métaux qui sont tellement infimes qu'on est dans l'incapacité technologique et économique de les recycler. Alors en ce moment, il y a énormément de travail qui se fait dans le recyclage, notamment en hydrométallurgie, pour essayer de séparer. C'est la meilleure des choses, c'est par des acides, on va aller rechercher chacun des métaux dans le substrat broyé, mais ça veut dire qu'il faut repenser l'intégralité de notre manière de voir une chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire qu'il faut la logistique, aller chercher tous les métaux, tous les déchets, il va falloir les trier, ça veut dire énormément soit d'intelligence artificielle, soit de travail humain, ça veut dire des tapis roulants avec 20 personnes ou 30 personnes à chaque fois pour aller trier les choses, on est là-dedans. Ça veut dire une logistique pour ramener tout dans des coûts qui soient acceptables. Et le problème fondamental du recyclage, c'est que entre la technologie de batterie, par exemple, d'une Renault Zoé actuelle et la technologie de batterie dans 10 ans, on va avoir potentiellement plus rien à voir en termes de métaux. Par exemple, les nouvelles Tesla Model 3 Standard Range sont avec des batteries LFP, lithium fer phosphate. Il n'y a rien à recycler dedans, il n'y a aucune valeur.
alors que celles d'avant, l'année 2021, elles étaient encore avec des batteries NCA, nickel, cobalt, aluminium. Donc là, on avait du cobalt, on avait des batteries qui avaient une vraie valeur à recycler, les actuelles n'en ont pas. Donc mettre en place des chaînes de recyclage, c'est des processus longs avec des investissements très lourds, et le problème, c'est qu'on doit faire face à une évolution extrêmement rapide des déchets à recycler. L'exemple qui était toujours donné, notamment, c'était l'usine Rhodia de La Rochelle, qui maintenant est devenue Solvay, qui s'était spécialisée dans le recyclage des ampoules fluocompactes pour aller rechercher les terres rares qui servent à faire, par exemple, des blanchos, etc., les couleurs des lampes. Et au final, ils avaient une super usine, et puis on est passé à la LED. Voilà, ils ont fermé l'usine. Il n'y a plus de flux. Alors, vu que j'ai plus de temps, j'ai posé une question à Dinesh. Vu qu'on a 0 minute, mais je suis désolé de te donner le mauvais bout t'as le quignon du sandwich. Mais quand même une question intéressante et qui mérite une autre conférence. Si jusqu'à maintenant on a eu, moi j'ai appris beaucoup de choses. Une des stratégies qui a très bien fonctionné depuis le début de l'année dans l'alternative, c'est tout ce qui est stratégie future, et on sait qu'une partie de leurs gains vient des matières premières. Évidemment, d'être short les taux et short les equities, mais ça c'est venu petit à petit. Et donc la question en termes d'allocation d'actifs et de diversification, est-ce qu'on peut dire que la grande augmentation qu'on a eue vers les hedge funds ces 2 dernières années, les 2 trillions qui ont été rajoutés aux 3 trillions existants, probablement pour un besoin de diversification, est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'on est vraiment dans ce cadre-là, ou est-ce que ces CTA sont en fait un épiphénomène et ça se transforme pas en fait plus largement dans les portefeuilles? Et on va finir là-dessus. Ok, donc les CTA, c'est les Commodity Trading Advisors. C'est les fonds qui sont spécialisés à regarder des tendances à court, moyen, long terme. Hein. Donc, ils regardent plusieurs axes, donc plusieurs marchés, que ce soit les futurs agricoles ou futurs sur taux d'intérêt ou taux de change, etc., etc. Donc, en fait, ils essayent de trouver des tendances, que ce soit une tendance continue ou une tendance qui se renverse, enfin, mean reversion en anglais. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est des stratégies qui marchent extrêmement bien pendant les crises. Donc, la dernière fois que ça a très, très bien marché, c'était en 2007-2008. Et puis après, 2011, après, on a eu une longue période où, en fait, c'était muet. Ça perdait pas vraiment d'argent, mais ça gagnait pas vraiment d'argent. Et puis, l'investisseur en hedge fund, à un moment, il a envie il doit expliquer à ses clients de pourquoi le fonds de fonds, il ne fait pas le même rendement que le S&P. Et puis, donc, quelque part, en fait, on réduit de plus en plus l'allocation à ces stratégies qui ne performent pas pendant un certain temps. Donc, en fait, je crois que la réponse, le nerf des guerres, c'est de dire, mais en fait, c'est une couverture, c'est là pour un hedge, c'est pas fait pour rattraper le bêta du marché, mais quand il y a une vraie correction, quand le marché se renverse, ben là vous allez avoir le bénéfice. Et puis vous allez voir, aujourd'hui, cette année, on a des fonds qui font dans les plus 20, 30, 40% year to date. Donc il y a une vraie tendance qui s'est installée dans les marchés, même si c'est tendance baissière pour les actions, mais c'est capté. Quand c'est les tendances sur les forex, le dollar qui augmente, comme on vient de dire, mais c'est capturé. Donc en fait, c'est des stratégies extrêmement intéressantes. La seule chose, c'est que pendant les 10 ans de bull market du S&P, vous allez avoir toujours du mal à expliquer pourquoi les CTA sont encore à la traîne, les CTA sont encore à la traîne. Ça bénéficie de dispersion, et puis quand on a un marché equity qui fait comme ça, on n'en profite pas. Par contre, c'est un super outil de risque parce que ça permet de prendre plus de risques justement sur le reste du portefeuille, de rester long. Mais il ne faut pas l'enlever au fur et à mesure où ça ne performe pas. Il faut vraiment avoir une approche de portefeuille, et je pense que ça doit être une discussion compliquée pour les portfolio managers et pour les... Exactement. En fait, idéalement, il faut faire du systématique avec les CTA. C'est-à-dire que quand ça ne performe pas, mais il faut rajouter. Et puis après, quand ça performe bien, mais il faut en enlever.
Bien, on pourrait continuer longtemps, mais on a soif, tous. Donc, si vous voulez continuer cette discussion, on va pouvoir le faire en petit groupe de l'autre côté. Merci beaucoup d'être venu. Un dernier mot pour Christina, qui va nous dire ce qui se passe entre maintenant et le futur. Je déteste vous interrompre, c'était très intéressant. Oui, toi, tu as essayé. Merci pour tout ça. On va peut-être poursuivre tout à l'heure. Avant de clore la partie la plus formelle de la soirée, un petit cours mémoire et quelques dates. Le prochain événement Friend of Funds aura lieu ici même le 13 septembre et il sera consacré à l'impact de la réglementation en matière de finances durables sur l'asset management, sujet d'actualité également. On compte sur vous tous. Une deuxième date, à partir du 22 septembre prochain, commence notre prochaine formation Swiss Fund Officer de Fund Academy. Donc, c'est une formation qui est destinée aux professionnels des établissements de fonds. Elle est animée par une trentaine d'experts reconnus dans la branche. Certains sont parmi nous ce soir, n'est-ce pas? On a un programme enrichi cette année, 11 jours. C'est une formation certifiante. On a enrichi avec des nouveaux thèmes, des nouveaux trends de l'industrie, la digitalisation, tokenisation, l'ESG effectivement aussi, et la réglementation qui l'accompagne. Et puis, n'hésitez pas à programmer vos formations, celles de vos équipes, pour la rentrée. On est à disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. Et maintenant, pour la partie la plus festive de la soirée, ça se passe à côté. Si vous voulez bien nous rejoindre. Merci.